Bonsoir à tous, bienvenue sur RTM dans les Maîtres du Temps. Il est 21h03. Émission spéciale ce soir avec un invité. Vous avez pris l'habitude d'entendre un invité souvent toutes les semaines. Et ben, c'est le cas aussi cette semaine. Donc ce soir, nous avons grand plaisir d'accueillir Frédéric Decker de Météo News et de la météo.org. Donc salut Fred. Salut Fabien. Comment tu vas ? Ça va, ça se passe pas mal. Bon. Nous avons, je suis pas seul, hein, nous avons aussi David et Alexandre. Comment ça va ? Bonsoir Fabien, et ça va plutôt bien aussi. Ouais. Alex ? Salut Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à toutes les auditrices, donc émission spéciale. Donc on a grand plaisir à recevoir à nouveau Frédéric là ce soir. Frédéric était déjà venu une première fois sur RTM il y a quelques années. C'était avec tu étais là, normal Alexandre hein, d'ailleurs. Hein. Exactement, 2013. Manu, je crois peut-être aussi à cette époque-là. Exact. Il y avait Manu, il y avait CC et il y avait Vivi aussi, je crois. Je me rappelle bien. D'accord, donc voilà, enfin, en tout cas, ça fait très plaisir de recevoir à nouveau Frédéric. Donc ce soir, je vais vous donner un petit peu la trame de l'émission, bon, sachant que bien sûr, sur le chat en tout cas, il y a un petit peu de monde, donc n'hésitez pas à poser des questions aussi. On salue Florian, on salue Karine, on salue Myriam. On salue Jessie, Jessie à qui on a parlé juste avant de prendre l'antenne. Alors voilà un petit peu la trame de l'émission. Après, c'est vrai que pour vous, auditeurs, auditrices, vous savez peut-être pas obligatoirement, vous connaissez peut-être pas obligatoirement, je dirais, réellement pour qui travaille aussi Frédéric. Hein. Frédéric travaille avant tout aussi pour Météo News, donc on va présenter un petit peu Météo News, le fonctionnement, comment ça se passe sur la France. Alors, Météo News rayonne aussi également en Suisse, hein, donc ça on touchera deux mots. On présentera la météo.org, hein, donc le site internet qu'avait créé Frédéric il y a maintenant facilement peut-être 17 ans, je crois à peu près. On y est presque, ouais. Presque. On parlera bien sûr de la passion météo de Frédéric. Hein. Avant tout, c'est un passionné, hein, c'est clair. Puis ces activités aussi un petit peu annexes, hein. Vous pouvez de temps en temps le voir également intervenir sur BFM TV, sur iTélé, notamment lorsqu'il y a des événements météo importants. On touchera deux mots aussi de quelque chose, je dirais, qui nous passionnés, nous interpelle un petit peu. Pour nous, Frédéric est un peu, sans vouloir lui cirer les pompes, est un peu un précurseur au niveau de la tendance saisonnière en France. Donc voilà, est-ce que c'est réellement, un petit peu en discuter avec toi. Et puis après, d'une discussion à bâton rompu autour du réchauffement climatique, hein, forcément un sujet qui revient et qui est récurrent, plus que récurrent, autour d'événements météo importants, marquants, qui ont pu marquer notamment Fred, des chasses de tornades américaines aussi. Frédéric est parti 2 années de suite aux États-Unis au mois de mai-juin. Et après, on terminera l'émission par la rubrique RTS Sexo avec la chatte RTS Karine. Alors, donc, le thème, c'est conseils pour surmonter les problèmes sexuels les plus fréquents. Voilà. Donc, ça, c'est pas spécialement marrant ce soir, ni très agréable, mais bon, après, il y a 2-3 bons conseils à donner, quoi, quand même. Voilà. Donc, on attaque tout de suite. Écoute Fred, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup d'être parmi nous. De rien, Fabien. Concernant, je voulais déjà un petit peu, on va peut-être commencer un peu dans l'ordre un petit peu chronologique, on va dire, de ta passion. Quand est-ce que la passion météo est venue pour toi ? C'est une question bateau, mais bon, on aime bien savoir un petit peu comment ça débute, c'est à quel âge à peu près Moi c'est venu très très tôt, hein, dès l'âge de 5-6 ans en fait, j'étais déjà scotché à la fenêtre à regarder tout ce qui se passait dans le ciel, regarder le vent, la pluie, la neige, etc. etc. Ensuite ça s'est développé petit à petit hein, avec l'acquisition d'une station météo en 85, en 84 d'ailleurs, donc, puisque j'avais 10 ans. Donc j'ai commencé les premiers petits relevés météo à cet âge-là. Et ensuite, ça a continué de se développer, hein, forcément, à l'adolescence, etc. Là, je suis rentré en contact avec Météo France, qui m'a pas mal documenté, aiguillé. J'allais assez fréquemment les voir, et je les appelais assez souvent également. Donc j'étais assez embêtant, on peut dire, hein, parfois, avec Météo France à l'époque.
mais au moins ils m'ont beaucoup aidé aussi dans ma passion, d'autant que j'étais en contact avec l'équipe de la station météo de Chartres à l'époque, et c'était vraiment une super équipe, très dynamique, très réactive, etc. Et donc bien sûr ensuite, par le biais de mes études, d'une formation beaucoup plus tard à la chaîne météo, j'ai réussi à en faire mon métier. Et pour la petite anecdote en fait, d'où peut venir ma passion, je m'étais renseigné parce qu'en fait quand j'étais bébé, j'avais un souvenir vraiment très très ancien d'un orage de grêle sur Dreux où j'habitais donc quand j'étais petit. Et beaucoup plus tard, donc j'ai voulu chercher à quelle date pouvait correspondre cet orage, parce que c'était vraiment des grêlons énormes qui résonnaient partout dans l'immeuble où j'étais. Et donc 15 ans plus tard, donc je me suis renseigné auprès de l'observatoire météo de la commune. Et j'ai vu que l'orage correspondait au 30 septembre 75. Ce qui voulait dire que j'avais un an et demi à peine. Et donc là, je me suis dit, je peux pas m'en souvenir, c'est pas possible, quoi. Mais bon, suite à ça, je suis quand même entré en contact avec des spécialistes de la mémoire. Donc, je leur ai expliqué un peu le truc, que j'étais passionné de météo, que j'avais ce souvenir très ancien, mais que vu la date, je doutais que je puisse m'en souvenir. Et finalement, quand même, ces spécialistes de la mémoire m'ont dit si, c'est tout à fait possible que vous vous souveniez de ce phénomène météo vraiment particulier. Et c'est même sans doute le déclencheur de votre passion. Donc c'est vraiment une anecdote spéciale, mais voilà, vraiment sans doute le déclencheur de la passion, quoi. Plus que précoce, avoir des souvenirs comme ça, on remarque souvent des événements comme ça marquants dans la jeunesse, vraiment très tôt, pour déclencher une passion. Après, on s'en rend compte un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est souvent ces événements marquants qui vont déclencher la passion. Ouais, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'après un an et demi, je m'attendais pas à m'en souvenir. Je me disais que ça devait être un peu plus tard quand même, mais bon, il n'y a que cette date-là qui correspond, donc ça peut être que ça en fait. D'accord. Et après bon, au niveau études, tu vas me confirmer, tu as fait, je crois, une licence de géographie. Enfin, t'es pas passé par un cycle, on va dire, très scientifique, quoi, comme ce qui est prévu. Non, j'ai commencé j'ai fait première terminale S, mais avec un niveau un petit peu pas tout à fait suffisant pour continuer sur maths sup ou maths spé. Du coup, moi, je me suis effectivement embrigadé dans la géographie. C'était plus simple. Et en fait, j'ai eu l'opportunité. Je me suis offert l'opportunité d'aller à la chaîne météo, puisqu'en fait, j'y suis allé un petit peu au culot. Quand j'avais 22 ans, j'avais envie de travailler dans la météo, en fait, parce que j'avais des soucis perso à l'époque qui faisaient que j'avais envie de travailler et pas de faire des études trop longues. Et donc je suis entré en contact avec la chaîne météo à l'époque. Je les ai un petit peu harcelés, en fait. Je les ai appelés très très souvent pour savoir si je cherchais quelqu'un, si je pouvais commencer assez vite, etc. Donc ils m'ont d'abord fait faire un premier stage en novembre 96. Donc suite à ce stage, donc ils me prenaient pas tout de suite, ils me proposaient un petit temps partiel à partir de janvier 97. Donc entre temps, j'appelais assez souvent. Finalement, j'ai fait le temps partiel seulement 2 mois. Donc janvier, février 97. Après, je suis passé en temps complet. Dans un premier temps, c'était vraiment une formation en météo. J'étais pas encore météorologue, j'ai une formation sur pratiquement 2 ans jusqu'à fin 98. Et donc c'est à partir de l'automne 98 que je suis vraiment devenu officiellement météorologue. Ouais, donc du coup, au tout début à la chaîne météo, tu avais quel rôle ? Alors au départ, c'était simplement faire les observations météo qui n'étaient pas automatiques à l'époque, les températures, il y a de l'orage à La Rochelle, machin truc. Donc je remplissais les cartes manuellement, je donnais les textes aux journalistes, etc. Et bon, simplement quelques prévisions quand même, mais sur le plan local, hein, c'est-à-dire que je reprenais les prévisions nationales faites par les collègues. Et je les redispatchais sur les 22 régions, puisqu'à l'époque, il y avait 22 régions qui passaient la queue leu sur l'antenne de la chaîne météo. Et donc voilà, je m'occupais notamment de remplir ces cartes et de faire des textes pour les journalistes. D'accord. Oui, c'est sympa. Oui, après il faut bien commencer quelque part, comme on dit, mais c'est vrai que c'est tout à fait... Et donc après, tu as eu une formation de météorologue. Donc aujourd'hui, tu as un diplôme en météorologie ou ça a vraiment été une formation sur le tas par l'expérience ? Non, j'ai pas de diplôme, donc c'est vraiment une formation vraiment au sein de la chaîne météo qui m'a donné le titre de météorologue, mais sans diplôme officiel en quelque sorte.
Bon, après, j'ai un peu fait mes preuves. Hein. Je suis resté 10 ans en tout à la chaîne météo. Ouais. Bon, et après, j'ai quitté pour Météo News, où je suis encore maintenant. Et donc, du coup, d'ailleurs, cette année, ça va faire mes 20 ans, du coup, que je suis dans la météo à la fin de l'année. Déjà. Déjà, ça remonte. Hein. Ça passe très vite. Alors, on a un peu des réactions sur le chat. Là, on salue Manu qui vient de nous rejoindre. Salut Manu, en tout cas. Donc, il est content de t'entendre. Hein, voilà, très content de t'entendre. Et qui dit qu'il te suit depuis que tu as créé ton site météo dans la fin des années 90. Je dirais un peu comme nous tous, quoi, ici présents. Alexandre, je pense, notamment aussi. David, peut-être également. Je pense que, ouais. Oui, c'est plus au début des années 2000. Hein, donc le site avait plutôt 2000, ouais. Et donc... Moi, c'était sur la chaîne météo, surtout que j'avais vu la première fois Fred. D'accord. Ah, voilà. D'accord, ouais. Et oui. Non, mais voilà. Bon. Et sinon, Fred, au niveau des anecdotes, moi j'en ai une, c'est sympathique, je l'avais déjà évoqué à l'antenne. Et en fait, moi, la météo, depuis tout petit, je suis comme toi, mais moi, c'est un petit phénomène aussi, c'est ce qu'ils appellent la neige. Et en fait, on était allé voir mon papa jouer au foot à l'époque, et on était tombé sur 30 cm de neige. Et en fait, j'avais pris un sac et je ramassais toute la neige, croyant que c'était du sucre, je voulais tout ramener à la maison. Voilà, donc, du coup, voilà, donc à peu près où est tombée ma maladie pour la météo, c'est à peu près j'avais 2 ans. D'accord. Donc, depuis, et d'où peut-être mon côté hivernophile, peut-être ça date de là. Voilà. Voilà, d'accord. Effectivement. Marqué, quoi. Depuis, je fais la différence entre le sucre et la neige quand même, hein, depuis. Hein. Donc il y a eu du progrès, oui. Oui, quand même. Voilà. Enfin, moi, ce que je note encore une fois, c'est que on a quand même Fred, encore un exemple de quelqu'un qui n'a pas suivi, on va dire, le cursus qui est conseillé, on va dire, parce que moi, je sais, moi j'ai déjà raconté l'anecdote plusieurs fois à l'école. Moi, on m'a gonflé, on va dire ça comme ça, en me disant non mais Fabien, tu pourras jamais faire biologiste, t'es pas bon en maths, t'es pas bon en physique. Laisse tomber, oublie, voilà. Et donc moi je me suis retrouvé à faire un cursus économique et social, un bac ES que j'ai eu, et puis après une formation commerciale. Mais enfin ce que je note aussi, c'est pas pour parler de moi, mais ce que je note c'est que Fred vraiment a également aussi passé, on va dire, par un cursus pas complètement, on va dire, conseillé pour par exemple rentrer chez Météo France, voilà. Quoi, hein, c'est aussi le cas de Guillaume Séché, par exemple. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Vous êtes plusieurs dans ce cas-là, hein, c'est vrai. Et bien sûr, c'est simplement aussi pour dire un mot aux passionnés de météo qui nous écoutent, hein, qui sont souvent jeunes ou très jeunes. Vous voyez, hein, rien n'est jamais, je dirais, perdu. Si vous avez par exemple un niveau qui est tout simplement plutôt bon, mais sans plus en maths et en physique, voilà, je veux dire, ça ne vous ferme pas obligatoirement des portes, quoi. Hein. Il faut persévérer, et puis d'autres portes. Il faut croire à ses rêves et essayer d'aller jusqu'au bout, coûte que coûte, quelles que soient les barrières qu'on rencontre. C'est un peu la démonstration que je souhaitais faire encore une fois. Donc par la suite, on a eu donc la chaîne météo, donc ça fait quand même 10 ans que tu es resté. Tu as fait de la présentation, je me souviens plus ou pas. J'ai fait un peu de présentation en remplacement de Louis Baudin pendant 9 mois. Ouais. C'était vers 2001-2002 dans ces eaux-là. D'accord. Ah oui. Et oui, effectivement, et c'est vrai que là, franchement, c'est Louis Baudin, pour moi, c'était la référence de la chaîne météo. Et franchement, à remplacer comme tu l'as fait, c'est chapeau. Ouais, non, merci. Par contre, j'étais jeune et débutant. Hein. C'était pas... Oui, mais faut bien débuter d'abord, une première fois, faut bien débuter. Et puis moi, je trouve que franchement, tu t'en es bien sorti. Hein. Et sinon, juste pour faire une petite aparté, t'as un bisou de Virginie qui te fait un gros bisou, voilà. D'accord, je lui rends son bisou alors. Elle t'écoute, hein, donc du coup, tu lui as fait en direct, voilà. Voilà. C'est fait. On a du monde qui est en train d'arriver sur le chat. On ne sait pas toujours obligatoirement qui c'est parce qu'il faut s'identifier, hein, donc c'est pour ça. On a des numéros, mais les numéros ne nous parlent pas. Donc voilà. Donc après la chaîne météo qui a été quand même l'expérience plus que fondatrice pour toi, tu es passé donc chez Météo News, hein, chez qui tu travailles actuellement encore. Météo News un peu présente, parce que bon, c'est un petit peu méconnu quand même pour le grand public. Nous passionnés, on connaît très bien, mais comment se présente la structure de Météo News un peu en France ? Alors
Météo News, donc c'est une société privée suisse, donc qui fournit de la météo, donc principalement aux médias en Suisse, en France et au Benelux. Donc c'est une boîte qui a été créée en 97, donc qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine, créée par Peter Wick, donc qui est le PDG de la société. Et donc on fournit beaucoup de presse écrite, notamment en France, par exemple, tout le groupe EBRA qui fournit notamment les journaux de Dernières Nouvelles d'Alsace, du Progrès de Lyon, Dauphiné Libéré, Bien Public, Journal de Saône-et-Loire, Républicain Lorrain, etc., etc. J'en oublie certainement. Des journaux du Nord également, comme le Courrier Picard, comme l'Union, comme l'Ardennais, comme La Voix du Nord ou Nord Éclair. Ensuite, on fournit quelques télés locales, notamment Télé Nantes actuellement. On a fourni Azur TV. Bon, ça s'est terminé pour l'instant, faute de pub de leur côté. Donc, on attend que ça reprenne éventuellement plus tard. On a fourni également NCTV. Donc là, c'est une chaîne de Nouvelle-Calédonie qui donc on fournissait la météo. Et donc ensuite, bien sûr, on fournit beaucoup de supports internet, de sites internet, y compris en webcam, puisqu'on a des contrats de webcam avec des services de montagne notamment. C'est pourquoi on peut voir d'ailleurs nos webcams sur BFM TV ou sur M6 avant la météo, puisqu'on est en partenariat, en contrat avec eux. D'accord. Et donc vous êtes combien en tout là chez Météo News actuellement? Alors chez Météo News, en tout et pour tout, on est une quarantaine, avec surtout beaucoup de collaborateurs côté suisse. En France, on est 6 et donc tout le restant se passe en Suisse, à Zurich, puisque les locaux sont à Zurich. Et par contre, il faut savoir qu'en Suisse, le Météo News est beaucoup plus développé qu'en France, puisqu'ils ont même le monopole, donc devant Météo Suisse, qui est l'équivalent de Météo France là-bas. Donc en France, on n'en est pas là. On a surtout donc de la presse écrite, donc pas forcément des très très gros contrats. Mais bon, on mène pas trop mal notre barque. On a quand même tendance à gagner plus de contrats qu'on en perd d'année en année. Même si forcément la lutte est rude face aux concurrents, notamment face à Météo Group, qui a tendance à gagner beaucoup de terrain. Mais disons que pour l'instant, bon, ça se passe plutôt bien pour Météo News, y compris côté français. Donc voilà, on espère on travaille en tout cas pour que ça persiste et pour encore progresser. Et du côté français, vous êtes combien de prévisionnistes actuellement? On est 6 météorologues, 6 prévisionnistes en France. Et donc le côté suisse francophone, donc il travaille un petit peu côté français. On a Frédéric Glasset qui est le boss du côté francophone justement, donc il travaille quand même assez souvent de notre côté en France. D'accord. David, Alex, des questions aussi? Oui, là je suis sur le site justement de Météo News, je suis un petit peu mon curieux. Je vois par exemple des mesures du côté de Cayeux-sur-Mer dans la Somme ou de Bas-sur-Elle dans la Lozère. Vous avez vos propres stations aussi ou c'est... Alors là non, en fait on rachète les données de Météo France. Donc les données des stations, y compris des petites stations en fait automatiques qu'il y a un peu à droite à gauche, donc de beaucoup de stations du coup départementales qu'on ne voit pas sur Météo Ciel ou ailleurs. Donc ça permet effectivement d'avoir beaucoup de données sur l'ensemble du pays. Il y a beaucoup de points du coup de relevé météo. D'accord. Alexandre, question? Oui. Oui, j'aurais une petite question pour Fred. C'est en fait, son site, la météo.org, en fait, est-ce qu'il y a un rapport avec Météo News? C'est-à-dire, est-ce que c'est indépendant des deux? Oui, c'est indépendant, d'autant que j'ai créé la météo.org bien avant d'être à Météo News, puisque j'ai créé la météo.org en 99. C'est ça. Donc forcément, les deux sites ne sont pas directement liés. Après, bien sûr, quand je fais ma journée de boulot à Météo News, qu'ensuite j'enchaîne sur mon site, forcément les prévisions vont se ressembler. il y aura forcément des liens. Mais après, bon, voilà, c'est le seul petit lien qui existe. Il n'y a pas vraiment de lien très très direct. Et du coup, quand toi tu fais tes prévisions sur Météo News, tu les fais tout seul dans ton coin ou en collaboration avec tes collègues? En fait, on est 3 à travailler par jour, donc on discute justement de la prévision, surtout quand il y a des désaccords comme en ce moment, par exemple.
On va pas mal discuter de la prévision pour le week-end, parce que voilà, ce week-end on ne sait pas encore trop comment ça va se passer au niveau des zones de pluie, des températures, etc. Il y a pas mal de données qui sont assez contradictoires d'un modèle à l'autre. Donc là, effectivement, on en discute pas mal. Et chacun, en fait, prépare une prévision différente. Celui qui commence le plus tôt prépare la prévision pour le J0 et le J1. Ensuite, celui qui arrive en deuxième, donc vers 7h30, fait la prévision nationale de J3, de J2 à J7. D'accord. Et celui qui arrive en dernier, donc vers 8h30, lui prépare la prévision, mais plus locale cette fois-ci, pour notamment destinée aux journaux de l'Est et du Nord. Donc là, par contre, il refait la prévision de J1 jusqu'à J6, J7. D'où justement parfois des discussions parce il n'est pas forcément d'accord avec celui qui a commencé tôt, et donc là de temps en temps on a des petits débats. Oui, mais c'est normal, c'est comme nous. Et du coup, quand ça arrive ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe justement? Vous prenez quoi comme prévision? Vous attendez les derniers runs ou vous discutez, vous faites un débat, je sais pas. Alors le souci des runs, c'est que le réseau de minuit arrive assez tard le matin, surtout maintenant avec l'heure d'été. Oui, c'est clair. Notamment sur le réseau, sur le modèle ECMWF. Bon, GFS arrive assez tôt, mais ECMWF arrive maintenant vers 8h, 8h30, 9h. Donc forcément, la prévision J1 se base plutôt sur GFS 0, sur CEP 12 de la veille. Ensuite, bien sûr, on recoupe aussi avec Arpège, Arôme, tout ce qu'on peut avoir comme modèle différent. Mais forcément, tous les modèles ne sont pas forcément à jour tout de suite. Et moi, en météo, comme toutes les boîtes, on commence très tôt à Météo News. À 5h du matin, on est déjà au boulot. Et donc voilà, à cette heure-là, on manque de certains modèles. Et c'est pour ça qu'après, quand les collègues arrivent plus tard, qui disposent des modèles un peu plus à jour, ça permet de rediscuter de la prévision. Et est-ce que, Fred, vous utilisez est-ce que vous avez des modèles internes, développement, je dirais, de Météo News, qui sont à votre disposition par rapport au modèle classique, quoi? On a des modèles internes qui tournent, qui s'appellent MEX, notamment, qu'on utilise, qui nous permet de comment dirais-je, de faire une petite synthèse rapide de la situation météo. Bon, après, faut pas le prendre pour argent comptant, bien sûr, comme tous les autres modèles de toute façon. Après, ça demande une analyse, une traduction un peu de ce qu'il propose. Mais bon, ça donne quand même une idée assez globale de la tendance du jour et des jours suivants. Mais voilà, on ne prend pas uniquement ce modèle, après on le recoupe avec tous les autres évidemment pour faire une prévision la plus fiable possible. C'est un modèle interne qui dépasse d'une tête tous les autres, quoi. Non, je dirais pas qu'il dépasse d'une tête tous les autres. Je dirais qu'il a ses qualités, ses défauts. Comme tous les modèles. Voilà, c'est un modèle comme un autre finalement. Tout à fait. Tous les modèles. Et par rapport aux vigilances, sur quels critères vous vous basez et comment vous procédez justement pour émettre ces bulletins de vigilance? Alors sur les vigilances, donc on a des seuils un peu différents de Météo France, donc tant qu'on a 4 couleurs et non 3. Du coup forcément les seuils sont assez différents. On va donc on va du vert, on a vert, jaune, orange, rouge et violet. Donc 5 couleurs même du coup, même si le vert on ne compte pas vraiment en couleurs. Et donc du coup ça donne des seuils beaucoup assez différents de ceux de Météo France. Par exemple pour le seuil tempête orange, on va plutôt taper sur du 90 km/h au lieu de 100. Puisque le rouge, du coup, on va être par contre aussi plus bas que Météo France. On sera autour de 130 km/h pour mettre du rouge, et au-dessus de 150, là, on sortira du violet. Donc, on l'a encore jamais sorti depuis qu'on a mis les vigilances Météo News, parce qu'elles sont assez récentes. Elles existent depuis quelques années seulement. En 99, elles n'existaient pas encore. Ni en 2009 pour Klaus d'ailleurs, on n'avait pas encore le système de vigilance qu'on a mis en route depuis, donc on n'a pas encore sorti le violet tempête. Oui, de retour dans les maîtres du temps, 21h31, on s'excuse pour les problèmes techniques indépendants de notre volonté. Là on vient d'avoir une coupure, donc c'est malheureusement un peu trop récurrent en ce moment. Nous espérons que ça sera la seule de la soirée.
Donc voilà, vous nous retrouvez donc avec toujours notre cher ami Fred et puis Alexandre. Donc on va continuer à développer un petit peu ce qu'on disait, notamment sur Météo News, quoi. Donc voilà. Donc c'était toi, Alexandre, qui avait posé une question, je crois, en dernier, je sais plus. Non, je crois que c'était David, mais vu qu'il nous a quittés, du coup, je sais plus sa question, du coup. C'était sur je sais plus sur quoi on était. C'était sur les vigilances, non? Ouais, c'était sur les vigilances, il me semble, ouais. Ouais, par rapport à la vigilance feu de forêt, en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Il posait la question de savoir sur quels paramètres on se basait, quels paramètres on prenait en compte. En gros, donc je vais redire si ça a coupé qu'on n'a pas entendu. Donc bien sûr, c'est sur le taux d'hygrométrie, sur la température extérieure, sur la vitesse du vent, le niveau de sécheresse des sols, bien sûr. Donc voilà, c'est en recoupant un peu toutes ces données-là qu'on peut avoir une idée du risque d'incendie de forêt. Ouais. Par exemple, un temps comme on a eu l'été dernier, ça va être vraiment haut le niveau du côté de chez vous au niveau vigilance. Oui, là, du coup, c'est des niveaux élevés. Là, on était pratiquement au maximum l'été dernier. Là. Ouais. En même temps, c'est vrai qu'on a eu un été vraiment très chaud et en plus très sec, qui faisait suite à un hiver plutôt sec, ouais, enfin ça dépend où on était, mais surtout un printemps très sec. Donc du coup, la combinaison des deux a fait que dès la fin juin, même la mi-juin, on a eu de la grosse chaleur qui s'est poursuivie sur notamment début juillet et ensuite s'est poursuivie pratiquement tout l'été. Donc c'est vrai que le niveau vigilance, là, tu as dû rester avec ton équipe au niveau vigilance, pas maximal, mais assez haut pendant tout l'été, enfin, je suppose. J'ai pas regardé, mais je pense que c'est resté élevé pratiquement tout le mois de juillet et encore une bonne partie du mois d'août, y compris sur la moitié nord, parce qu'on a vu qu'il y avait eu des incendies, notamment dans le Perche, jusqu'en Bretagne même. Donc il n'y a pas que le sud qui a été touché l'été dernier, y compris au nord, on a eu des feux de forêt ou même des feux de champs, avec des fois des étincelles qui se produisent pendant les moissons et qui crament tout le blé, malheureusement, dans certains cas. Ouais, c'est vrai. Petite parenthèse, on a Eric sur le chat. Alors je suppose que c'est Eric Castin qui te passe le bonjour, Fred. Voilà. Eh bien, je lui rends son bonjour. Il est avec nous sur le chat. On salue aussi, on a le Belge aussi, qu'on salue également. On a Virginie aussi, qui nous demande, je te pose la question, qui nous demande si tu repars à la chasse aux tornades cette année. Cette année, je ne repars pas à la chasse aux tornades. Je vais me faire des vacances un petit peu plus reposantes au soleil, au bord de l'eau. Donc, je retournerai sans doute en 2017 ou 2018. J'ai pas encore vraiment fixé la date. Mais bon, maintenant j'ai goûté à la chose, donc ça donne forcément envie d'y retourner, de voir encore d'autres phénomènes du même type, que ce soit orage, tornade, etc. Donc ça, voilà, simplement une petite pause, mais j'y retournerai à l'avenir, ça c'est certain. Ouais, c'est sûr. Et justement, par rapport à ces voyages là aux États-Unis, j'aimerais te poser une question également. Est-ce que tu serais tenté de partir en hiver pendant les fortes périodes de blizzard, de tempêtes de neige que l'on ne connaît pas nous en France? Ou y a-t-il déjà parti? Je dois avouer que non, j'ai jamais fait. Je dois avouer que ça m'attire beaucoup moins. Moi, je suis plus attiré. Autant autrefois, j'adorais l'hiver, le froid, et tout ça. Avec l'âge, j'ai envie de dire que je suis devenu un petit peu plus frileux. Et donc maintenant, je suis plus attiré par tout ce qui est chaud, chaleur, orage, etc. Bon, la seule chose hivernale que j'aimerais voir, c'est des aurores boréales. En fait, j'en ai encore jamais vu. Ah ouais. C'est clair, donc là, j'aimerais voir ça plutôt du côté de l'Islande, parce que c'est vraiment plus une île qui m'attire beaucoup. J'y suis jamais allé, mais j'aimerais vraiment aller y faire un périple, que ce soit pour les aurores boréales ou le volcanisme, etc. Tout ce qu'il y a comme nature très forte là-bas. Mais j'aimerais bien effectivement faire un petit voyage en Islande pour découvrir ce phénomène météo et pour voir tout le reste, toute la nature simplement. Ça c'est sûr. Ah ouais. C'est sûr. Mais Fred, te concernant, moi je suis pas étonné. Je sais que t'es plus trop hivernophile, donc bon, ça me. Je l'ai été, je ne le suis plus. Après, c'est vrai, en vieillissant, moi c'est pareil. Moi, on a tendance à de plus en plus frileux. C'est exactement ça. Mais
est-ce que ça serait pas un peu comme Fabien, étant un petit peu fan de l'hiver, un peu dégoûté finalement des derniers hivers que l'on a connus? Est-ce que c'est pas plutôt on va dire un manque d'hiver qui a fait que du coup l'étincelle s'est éteinte? Bah moi en fait c'est plutôt l'inverse en fait, c'est un peu l'année 2010 qui m'a un peu dégoûté du froid et de la neige. Mais Parce c'est vrai, en région parisienne. Ouais. Ouais, région parisienne c'était l'enfer. Il y a déjà eu tout le mois de janvier, février, et après la fin de l'année quoi, entre fin novembre et Noël, il a pas arrêté de neiger, il faisait froid et tout. Moi je suis quand même souvent à vélo pour aller au sport et tout, donc c'était un petit peu galère. Ah oui, Voilà, donc effectivement, c'est un peu l'année qui m'a un peu dégoûté de ce fichu vent de nord-est qui soufflait souvent et qui amenait forcément des températures basses et souvent de la neige également. Et tu vas à La Réunion cette année, non? Parce qu'il y a la question qui se pose encore par Vivi sur le chat. Ouais. Alors cette année, alors effectivement, La Réunion, c'est une île je suis tombé amoureux de La Réunion, on peut le dire carrément. Je suis déjà allé 2 fois en 2013 et 2014. Donc l'an dernier, j'ai fait une petite pause et là, j'y retourne effectivement, mais pas la même saison que d'habitude puisque j'y allais en hiver ici, donc en été là-bas. Et là, c'est l'inverse, j'y vais à la fin du mois d'août, donc là-bas, ce sera entre guillemets l'hiver, hein, donc il fera que 27 degrés en gros sur la plage. Mais pour voir d'autres choses, hein, justement, là, alors, ce sera la saison sèche, donc ça permettra de faire des randos dans des coins où d'habitude c'est inondé, où c'est difficilement praticable. Et fin août, septembre, c'est aussi le passage des baleines à La Réunion, qui viennent avec leurs petits, et donc je pense que ça peut être un joli spectacle à voir aussi. Et comme j'ai pas encore vu en éruption, j'espère aussi que le piton de la fournaise va se réveiller. Oui. Écoute, on te le souhaite. Enfin, en tout cas, profites-en bien. Je reviens un petit peu au fil de... on va parler un peu de la météo.org, parce que la météo.org, c'est quand même, je dirais sur notamment... Je pense que sur la toile, je pense Internet, je pense que ce qui te représente le mieux, là où tu es connu, c'est par la météo.org. Hein. Après, Météo News, ça parlait moins. Forcément, c'est venu un petit peu plus tard. Et donc la météo.org, tu l'as créée, donc c'était quelle année exactement déjà maintenant? Je l'ai créée au printemps, au mois de mai 99. Voilà. D'accord. Et voilà, donc il aura 17 ans dans un peu moins de 2 mois, dans un mois et demi. Oui. Donc en fait, pourquoi j'ai créé ce site, c'est qu'en fait à l'époque, c'était un petit peu les débuts d'Internet. Météo France n'avait même pas vraiment de site, hein. Ils avaient simplement un site qui présentait Météo France, mais il n'y avait même pas de prévision, rien du tout dessus. Donc il y avait très très peu de sites météo à l'époque. Et donc j'ai eu un petit peu envie de faire un site où je pourrais regrouper un petit peu la météo passée, présente, future, hein, donc passée par des rubriques de climatologie, présente bien sûr par des rubriques d'observation météo, et future avec évidemment les prévisions et les tendances saisonnières. Donc qui effectivement était c'était quelque chose d'assez nouveau à l'époque. Ouais, ah oui, complètement. Ouais. Donc, oui, là c'est clair. Et après, ce qui a aussi gardé une très bonne image aussi, c'est ton chat aussi, ton forum que tu avais mis en place sur ton site, où il y a eu quand même beaucoup d'échanges et beaucoup de choses intéressantes aussi, quoi. Donc, ouais, tout à fait. C'est vrai que maintenant il y a plus de. Maintenant à l'époque de Facebook, c'est vrai que du coup j'ai enlevé un peu le système de chat et de forum. C'est vrai qu'à l'époque ça marchait pas mal. Bon, après j'ai eu des soucis d'hébergement de forum, donc j'ai dû en changer plusieurs fois. Du coup ça fait que j'ai quand même perdu du monde de ce côté-là. Et là par contre du coup sur Facebook et sur Twitter ça marche pas trop mal, hein. Entre le groupe et la page Facebook, j'ai à peu près 5000 personnes, et sur Twitter j'en suis à 1300, 1400, quelque chose comme ça. C'est vrai. Et donc donc voilà, et vraiment je dirais la météo.org, alors c'est vrai que l'aspect climatologie tu l'as abordé, donc c'était quand même aussi je dirais, on va dire un peu novateur aussi pour l'époque. Enfin, il y a beaucoup de choses qui étaient novateurs pour l'époque, puis c'était, je dirais, un peu les débuts d'Internet. Mais c'est vrai que, alors moi je parle pour moi, je peux difficilement parler pour les autres. Moi, ce qui a été vraiment, là pour moi où tu as été un précurseur, c'est au niveau de la tendance saisonnière, quoi. L'affaire de la proposer comme tu la proposais, c'est vrai que pour l'époque c'était vraiment, enfin voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Alexandre, mais bon.
Ah oui, tout à fait, c'était révolutionnaire dans le monde de la météo. Tout à fait. Donc, et puis il n'y a pas grand monde qui s'y risquait parce que déjà à l'époque, la tendance à long terme, déjà c'était vraiment très compliqué au-delà de 5 jours. Alors aller se risquer à faire la tendance saisonnière à 1 mois ou 2 mois, c'était vraiment... on parlait déjà de la voyance. Donc, oui. Ouais, bah, effectivement, la prévision saisonnière, la tendance saisonnière plus exactement, j'ai dû la lancer, je crois, à peu près en même temps que le site, de mémoire, je ne sais plus exactement, mais sans doute au même moment. Et à l'époque, il y a aussi Stéphane Fievé qui a démarré ces tendances saisonnières, je pense, à peu près au même moment que moi. C'est très tôt aussi, Stéphane. Donc on était vraiment les deux précurseurs finalement sur Internet de ce style de tendance. Bon, après ça existait déjà avant par le biais d'Albert Simon ou de Jean Breton à la radio, même si c'était pas trop scientifique finalement. C'était plus en se basant sur certains phénomènes naturels, sur des dictons, sur des choses parfois très 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 discutables. C'est vrai que la tendance saisonnière plus scientifique est apparue du coup avec Internet et du coup à partir de 99. Depuis ça s'est pas mal développé, la fiabilité a quand même augmenté même si c'est pas encore mirobolant. Ça grimpe lentement mais sûrement. La fiabilité d'environ 60%. C'est un petit peu plus que pile ou face on va dire. T'avais pas 60% à l'époque. Non, je pense pas. Non, à l'époque, je devais être à... j'ai pas calculé à l'époque. J'ai commencé à calculer à partir de 2007 seulement la fiabilité. Mais à l'époque, ça devait être beaucoup plus bas encore. Oui. Et justement, quels sont tes modèles, on va dire, que tu préfères utiliser pour tes tendances saisonnières ? Pour les tendances saisonnières, en fait, je recoupe beaucoup de méthodes pour justement essayer d'avoir la tendance la plus fiable possible. Donc, bien sûr, je regarde les différents modèles climatiques saisonniers, donc que ce soit ceux de Météo France, ceux du Met Office, ceux de la NOAA, le CFS, je regarde un petit peu, même si je le trouve pas très très fiable. Après, je recoupe ça avec tout ce qui est courant océanique, donc que ce soit El Niño, la Niña, la NAO, l'oscillation arctique, etc., etc. Ça, je recoupe aussi ensuite avec l'activité solaire qui peut avoir quand même une petite influence également. Et je regarde aussi un peu la durée retour de certains grands phénomènes, comme les vagues de froid, les hivers très froids, les hivers très doux, les sécheresses, périodes très pluvieuses, etc. Donc c'est en recoupant un peu toutes ces données-là que finalement je fais une tendance saisonnière. Donc je me base pas forcément sur un ou sur plusieurs modèles, c'est vraiment c'est un tout, c'est vraiment en analysant toutes ces données-là que finalement je propose une tendance saisonnière à l'échelon européen et depuis quelques mois, d'ailleurs j'en ai pas beaucoup parlé même sur mon site, mais je me suis lancé à la tendance saisonnière mondiale. Ah oui. D'accord, c'est original. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, faut aller dans l'onglet prévision et c'est tout en bas. C'est le dernier. J'irai voir. J'ai pas fait gaffe. J'irai voir, je l'ai pas vu moi. Moi non plus. Mais j'ai pas beaucoup fait de pub, faut dire aussi. Ouais, mais c'est pas grave, on en fait en direct là. Voilà. Justement, moi je la connais, moi ta tendance pour ce printemps. Je pense que Fabien aussi, mais nos auditeurs, peut-être que certains ne la connaissent pas. J'aimerais savoir ta tendance saisonnière justement pour la fin et la suite du printemps. Oui. Pour la suite du printemps, alors en plus ces derniers mois, faut bien avouer que les tendances ont été plutôt fiables finalement, même plus que d'habitude, notamment depuis le mois de novembre. Il n'y a que février qui a un petit peu posé problème. J'avais prévu assez froid dans un premier temps. Bon, après j'ai corrigé en le prévoyant doux, mais dans un premier temps je le prévoyais quand même froid. Donc pour moi ça reste un échec. Après je ne fais pas les corrections en cours pour déterminer que la tendance est bonne ou fausse. Donc pour moi elle est fausse. Et donc pour le printemps, sur le mois d'avril, on devrait rester un petit peu dans le prolongement du mois de mars. Donc on risque de rester sous un temps relativement frais et assez humide. Donc des précipitations sans doute excédentaires un petit peu partout. C'est clair. Température, même là on attend un petit peu de douceur au début, on attend sans doute l'arrivée d'une goutte froide assez rapide ensuite. Qui risque de pas mal détraquer le temps, de bien le rafraîchir. Donc avril s'annonce pas très très printanier a priori. Bon, à part quelques journées par-ci par-là, mais bon, rien de durable. Ensuite sur le mois de mai, alors le mois de mai pose un peu problème en fait. Il y a vraiment, justement ça part un peu dans tous les sens.
parce qu'on a certaines sources, certains modèles qui partent sur un mois de mai très chaud et d'autres au contraire sur un mois de mai très froid. Si je regarde les courants océaniques, là c'est pareil, c'est un petit peu compliqué de mettre en évidence un écart positif ou négatif. Donc pour l'instant, je suis parti sur un mois de mai quand même relativement chaud, mais avec du coup une fiabilité très mauvaise. Donc avec vraiment de très gros doutes sur le mois de mai. Et ensuite, on partira sur un mois de juin assez chaud, assez sec, mais quand même potentiellement orageux. Ensuite, juillet, août, rien d'extraordinaire, hein, plutôt deux saisons, donc ni chaud ni froid, plutôt une alternance justement de périodes assez chaudes, assez froides. Donc sans doute peu ou pas de canicule. Et une tendance orageuse assez marquée en juillet, et par contre une tendance plus sèche en août. Mais voilà, là on s'achemine pas vers une année aussi chaude que 2015 a priori. D'ailleurs, même si janvier et février ont été assez doux, là, mars, on retombe dans des températures plutôt inférieures au normal. C'est pas arrivé depuis 2013, au mois de mars. Et donc, avril risque de rester un peu dans la continuité. Et après, rien de trop chaud a priori pour les mois qui suivent. Globalement, la grosse anomalie chaude est quand même en train de plus ou moins de se résorber quand même, Michel, je dirais. Ouais, en plus là, c'est vrai qu'El Niño se calme assez vite, hein, finalement, un petit peu plus vite que ce qu'on attendait au départ. En plus, c'est un El Niño vraiment particulier cette année qui n'a pas du tout eu les mêmes retombées que les précédents. On attendait beaucoup d'eau en Californie. Il y en a eu, mais finalement beaucoup moins que ce qui était annoncé. Donc voilà, c'était un niveau un petit peu particulier qui fait que finalement, même si la tendance a été à peu près respectée en Europe, ailleurs, on a eu quand même des surprises. Et donc là, il se calme finalement relativement vite. Et donc la Niña risque de se mettre en place assez vite, rapidement derrière à la fin de l'année. Alors, on le dit aux auditeurs, auditrices passionnés, parce qu'on en a beaucoup en ce moment qui font un peu la confusion, énormément. La Niña ne rime pas obligatoirement avec un hiver froid. Voilà, on le dit et on le répète, parce qu'on a énormément de réactions, et je pense que toi t'en as certainement eu aussi, Fred, on a eu énormément de réactions dans ce sens-là. Ça serait un peu trop facile de se dire El Niño, ça veut dire une année chaude, donc ça veut dire plutôt un hiver éventuellement chaud, et la Niña, ça veut dire un hiver froid. Donc c'est loin d'être aussi simple. Il y a également d'autres indices qui interviennent. Surtout que en fait, si les causes à effet entre El Niño et l'Europe sont relativement évidents, enfin je dis bien relativement parce que ça marche pas non plus à 100%, la Niña n'a pratiquement pas d'influence finalement chez nous. Justement, on essaye de chercher s'il y a des influences ou pas. Mais c'est très très difficile à mettre en évidence parce que quand on constate les derniers La Niña et ce qui s'est passé en Europe, ça part un peu dans tous les sens. Donc il n'y a pas de... effectivement, comme tu le dis Fabien, La Niña ne veut pas dire hiver froid. On a eu des La Niña avec des hivers très doux en France. Donc faut se méfier. Il peut se passer un peu tout et n'importe quoi avec La Niña. C'est vrai. Donc, mais en fait, je pense que si certains pensent que La Niña amène le froid, je pense qu'ils ont un rapport par rapport à février 2012, où on a connu la dernière grosse vague de froid en France. Je pense que c'est par rapport à ça, qu'ils se basent la plupart. C'est possible. Après, faut dire aussi que 2012 c'était particulier parce qu'en fait les 5/6 de l'hiver ont été très doux. Tout à fait. Deux semaines glaciales effectivement sur la première quinzaine de février, et finalement on oubliera presque que tout le reste de l'hiver a été. Oui, de retour sur RTM dans les mètres du temps, il est 21h54. Encore une fois, désolé pour la énième coupure liée à notre hébergeur. Hein. Voilà, donc c'est indépendant malheureusement de notre volonté. On espère que c'est la dernière pour de bon. Hein, voilà, donc on reprend là où on avait été obligé d'arrêter. Donc on en était où justement? Comme ça m'a un petit peu perturbé sur la fin. On en était où, Alex, tu sais? On discutait de quoi? On discutait... on a parlé tellement de choses que du coup... Là, on était sur les tendances saisonnières. Oui, voilà. C'est ça. On parlait sur la tendance de l'hiver par rapport à la Niña. Ouais. Et donc, on expliquait de toute manière qu'il n'y avait pas de corrélation réelle entre la Niña et un hiver froid en Europe, et El Niño et un hiver chaud. D'autant plus que la Niña, on se rend compte que finalement, c'est difficile de faire un rapport entre la Niña et d'éventuelles conséquences au niveau temps sensible sur l'Europe. Donc là-dessus, je dirais que on peut difficilement en dire plus.
Après, nul doute qu'on aura l'occasion de le réaborder cette année, ce sujet-là, parce que ça va revenir. Et on a quand même fréquemment des questions à ce niveau-là. On y répondra sans souci. Toutes les supputations vont arriver d'ici la fin de l'année, ça tu peux en être sûr. Ça c'est évident. Bien sûr, de toute manière, on a une phase où El Niño décline assez rapidement, où on va passer en phase neutre assez rapidement aussi, et la Niña semble de plus en plus, je dirais, probable. Oui. Voilà, on verra bien. Alexandre, je te laisse la parole par rapport à certaines choses. Oui, sinon j'ai des petites questions pour Fred, notamment de Virginie. Ouais. Juste un petit compliment de la part de Virginie. Virginie me dit que ton site est sublime, qu'elle le consulte tous les jours pour voyager dans le Cantal. Donc voilà, c'est une première chose. D'accord. Ah, tu vois, hein. Et elle m'a demandé de te dire que toi, il fallait que tu remercies ton Twister. Donc tu vas nous dire qui c'est. Moi je sais qui c'est. Hein. Oui, moi aussi. Mais parce que c'est grâce à lui que tu arrives à faire toutes tes prévisions. Voilà. Ah bah, c'est sûr qu'il me seconde beaucoup, oui. Donc voilà, explique-nous qui est Twister à nos auditeurs. Twister, c'est mon chat, Twister. C'est mon chat persan. Un gros matou de bientôt 14 ans maintenant et qui travaille à mes côtés ou sur mes genoux, enfin qui travaille, qui m'accompagne plutôt. C'est moi qui travaille. Ah, tu vois, lapsus révélateur. Voilà. Et donc voilà, ouais, c'est ma petite mascotte. Et oui, effectivement, on a vu plusieurs fois des photos sur ton journal, donc du coup, oui, c'est pour ça que je savais qui était Twister. C'est vrai. Et oui. Donc voilà, non, c'était une petite, on va dire des petites virginisques, voilà, c'est petite. C'est très bien. C'est des Virginie qui te posaient quelques questions. Je surveille s'il n'y a pas d'autres réactions sur le chat. Ouais, c'est plutôt des réactions par rapport à la coupure. Bon, ça, malheureusement, encore une fois, on est bien désolé, d'autant plus que c'est désagréable quand on reçoit, oui. Quand on a des invités, du monde avec nous, c'est toujours très très désagréable. On va parler un petit peu. Oui, on va parler réchauffement climatique. On peut pas faire venir Fred sans parler un peu de réchauffement climatique, parce que je dirais que c'est quand même un sujet qui nous préoccupe. Fred essaye, je ne vais pas parler à ta place, mais j'essaye aussi de battre un peu en brèche aussi certaines idées reçues un peu trop répandues, et qui sont un peu trop facilement véhiculées. Alors bon, pour les auditeurs auditrices, je vais te demander ce que tu penses du réchauffement climatique. Bon, moi je sais parfaitement ce que tu penses, mais voilà, nous c'est une chose, mais les auditeurs auditrices sont peut-être un peu moins au courant. Bon, de toute manière, tu ne nies pas le réchauffement climatique, hein, ça en est clair. Non. Moi, en fait, je suis un peu le cul entre deux chaises, si je puis dire. C'est-à-dire que je suis ni GIEC ni climato-sceptique, hein, comme on dit. On parle parfois de climato-réaliste, hein, même maintenant, depuis notamment qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques mois. Moi, de mon côté, donc effectivement, par l'ambition tout simplement, j'ai beaucoup étudié le climat sous toutes ses coutures, y compris la paléoclimatologie, donc qui remonte à des millions d'années en arrière concernant le climat. Donc ce que je peux dire, c'est que par rapport à ce que dit le GIEC, dans un premier temps, ils ont pas tort, hein. Le climat se réchauffe, on le sait, on le mesure depuis 1880, c'est-à-dire depuis qu'il y a un réseau météo suffisamment dense pour permettre d'établir une température moyenne globale sur l'ensemble de la Terre. Donc on se rend compte effectivement qu'il y a un réchauffement pas continu finalement, hein. Il y a quand même des phases de rafraîchissement, même depuis 1880, notamment entre 1800, une phase descendante, une hausse des températures jusqu'aux années 40. D'ailleurs, la décennie des années 40 a été particulièrement chaude sur la planète, en Europe et dans de nombreuses régions, puisque pour l'anecdote, dans les années 40, le sud du Groenland s'est débarrassé de ses glaces. Et du coup, ça a permis aux Inuits de reprendre des cultures, notamment au niveau des potagers ou des céréales, comme c'était le cas à peu près 1000 ans plus tôt. Et suite à ce coup de chaud des années 40, ça s'est à nouveau refroidi dans les années 50-60 jusqu'en 75 environ. Donc la glace est revenue évidemment au Groenland. Pendant cette trentaine d'années, il n'y a pratiquement plus de canicules en France et en Europe, hein, ça avait pratiquement disparu, à part 76, hein, bien sûr, qui a marqué le
le retour d'un été très chaud. Et donc depuis le milieu des années 70, donc ça se réchauffe à nouveau. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a un réchauffement donc qui continue. On a plus ou moins un phénomène de plateau depuis 1998 qui existait bien jusqu'à 2013, voire début 2014. Ensuite, on a eu à nouveau un réchauffement assez brutal et rapide entre 2014 et 2015. Mais qui là est plutôt lié à justement El Niño, dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, on se rend compte que finalement, même sur une durée assez courte, c'est-à-dire 135 ans, on a déjà des fluctuations d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années vers la hausse ou vers la baisse. Et bien sûr, plus on prend de recul, puisque c'est un peu ce que je reproche finalement au GIEC et à certains climatologues, c'est que on peut pas se baser sur une période de 135 ans pour parler du climat. C'est beaucoup beaucoup trop court. Ça signifie rien. C'est simplement à l'échelle humaine, alors que notre planète existe depuis des milliards d'années déjà. Et grâce à certaines méthodes de carottage de glace, de paléoclimatologie, grâce aux sédiments, etc., on peut remonter plusieurs milliers, même plusieurs millions d'années en arrière, voir un peu ce qui s'est passé au niveau du climat. Et on se rend compte qu'il y a déjà eu des périodes beaucoup plus froides, évidemment, qu'aujourd'hui, avec des glaciations majeures. Certains même évoquent une possible planète boule de neige. Alors bon, c'est encore sujet à discussion. On ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a certaines théories qui parlent d'une planète entièrement recouverte de glace. Bon, là-dessus, j'ai pas d'avis parce que je suis dans le doute comme la plupart des climatologues, finalement, donc je ne donnerai pas d'avis là-dessus. Mais par contre, il y a aussi des périodes beaucoup, beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui. Déjà dans un passé relativement récent, où on se rend compte qu'il a fait assez froid pendant le petit âge glaciaire. Alors, le petit âge glaciaire, c'était entre 1300 et 1850. Donc là, il faisait en gros 2 degrés de moins qu'aujourd'hui. Alors 2 degrés de moins, ça paraît pas beaucoup, mais ça donne quand même des hivers beaucoup, beaucoup plus froids régulièrement, et globalement toutes les saisons, bien sûr, plus froides. Et avant cette petite âge glaciaire, au contraire, il y a eu un optimum médiéval entre l'an 800 et 1300. Donc là, on avait des températures qui étaient au moins aussi élevées qu'aujourd'hui, et même peut-être un peu plus. Puisque notamment on avait des vignobles dans le sud de l'Angleterre, en Bretagne, en Normandie, etc. Donc bien sûr ça correspond à une période forcément chaude. C'est aussi à cette période-là que les Vikings ont découvert le Groenland, donc ils ont appelé le pays vert, d'une façon quand même exagérée bien sûr, puisque le Groenland n'était pas vert dans sa totalité, c'était simplement la pointe sud qui était verte comme dans les années 40. Mais donc on se rend compte dans le passé qu'il y a déjà eu des périodes aussi chaude, voire un peu plus chaude qu'aujourd'hui, déjà sur les 2 derniers millénaires, et même plus chaude, notamment durant l'âge de bronze, entre moins 5000 et moins 3000 avant Jésus-Christ. Là, on avait à peu près 2-3 degrés de plus qu'aujourd'hui, puisqu'on parle même sans doute de la disparition totale des glaciers sur toute l'Europe, que ce soit dans les Alpes ou même en Scandinavie. Donc ça montre bien qu'il faisait beaucoup plus chaud. D'ailleurs, pourquoi la civilisation s'est développée brutalement, avec une économie qui s'était beaucoup développée, beaucoup d'agriculture également, simplement parce qu'il faisait plus chaud, que du coup c'était vraiment favorable au développement économique, agricole, etc. Et si on remonte encore beaucoup plus en arrière, donc vraiment cette fois-ci plusieurs millions d'années en arrière, du temps des dinosaures notamment, la planète n'était pas plus chaude qu'aujourd'hui de 2 ou 3 degrés, mais de 10 à 14 degrés plus chaude qu'aujourd'hui. Alors bien sûr, la planète n'avait pas la même image, puisque les continents ont dérivé depuis. Donc on avait plutôt un supercontinent et beaucoup d'océans autour. Mais tout de même, on voit que la planète a déjà été largement plus chaude qu'aujourd'hui. Donc avec des températures de 10 à 14 degrés plus chaudes. Donc forcément un climat tropical qui était exact. Donc je vais revenir un peu à ce que j'expliquais à la fin. C'est que donc voilà, on a effectivement connu des périodes climatiques donc plus chaudes et plus froides qu'aujourd'hui sur Terre depuis des millions d'années, qu'on peut pas se baser sur uniquement 135 ans pour dire que il y a un changement ou un dérèglement climatique. D'ailleurs, le mot dérèglement me sort par les yeux parce que justement on voit que le climat n'est pas réglé, qu'il se réchauffe, qu'il se refroidit constamment depuis toujours. Donc moi je parle simplement d'un réchauffement climatique. On peut parler d'un réchauffement climatique puisque maintenant ça fait 40 ans que ça dure en donc je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas forcément s'exprimer sur le sujet, alors qu'ils n'en pensent pas moins, y compris au sein de Météo France. Je connais certains membres de Météo France qui ont un avis très arrêté sur le réchauffement et qui est très différent de celui du GIEC.
Mais forcément, quand on voit ce qui s'est passé, par exemple avec Philippe Verdier, finalement, on n'ose pas forcément dire les choses. Bon, moi, heureusement, Météo News me laisse libre de dire ce que je veux. D'ailleurs, mon boss Fred pense un peu la même chose que moi, donc de ce côté-là, moi, ça se passe bien. Mais voilà, c'est un sujet qui a été très sensible l'automne dernier. Là, ça s'est un petit peu calmé. Mais bon, on était juste avant la COP 21. Et bon, il y a le bouquin Climat Investigation qui a beaucoup fait parler de lui. Sans remettre forcément en question d'ailleurs les prévisions du GIEC, mais plutôt le fonctionnement finalement interne du GIEC au niveau politique, etc. Bon, moi là, par contre, ça c'est un sujet qui m'intéresse pas forcément. Moi, c'est vraiment plus l'aspect vraiment climatique pur et dur qui m'intéresse et sur lequel je m'exprime régulièrement, que ce soit sur Internet ou même via des conférences de temps en temps. Mais voilà, c'est effectivement un sujet qui pose finalement problème dans le domaine des climatologues qui finalement n'osent pas forcément s'exprimer sur le sujet quand ils ne sont pas en accord avec le GIEC. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est sûr. C'est sûr que beaucoup ont peur un peu de s'exprimer, de peur de représailles, bien sûr, derrière. Après, quand ça touche le domaine professionnel comme Philippe Verdier, c'est sûr que c'est très, 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 très délicat de vouloir s'exprimer derrière. Il y a une chape de plomb de toute manière. Bon, ça, on l'a exprimé plusieurs fois à l'antenne. Après, bon. Ouais. Et puis il y a une pression aussi des politiques. Il faut à tout prix parler du réchauffement climatique pour que l'on mette, on va dire, l'humain comme responsable et pour, on va dire, entre guillemets, faire payer, entre guillemets, nous faire payer par rapport au réchauffement climatique, alors qu'on sait très bien que l'homme, bon, forcément, il y contribue, mais c'est une part très infime, enfin, en tout cas, c'est mon avis. Ouais. Toi, Fred, tu mettrais à peu près à comment la part de l'homme dans le réchauffement climatique ? Je pense qu'elle est très difficile à déterminer, en fait. C'est vraiment compliqué à dire. Après, il y a forcément beaucoup d'influences naturelles, en fait, que finalement peu de gens imaginent, que ce soit l'activité solaire, que ce soit simplement le degré d'inclinaison de la Terre qui fait que la température évolue, la distance de la Terre par rapport au Soleil également, qui varie un petit peu dans le temps, et donc qui fait que le climat se réchauffe ou se refroidit. Donc c'est vraiment ces phénomènes-là qui ont des conséquences importantes sur le climat terrestre. Bien sûr, les éruptions volcaniques aussi, puisqu'on quand on a une série de grosses éruptions, le climat peut se refroidir assez brutalement durant quelques années. Ça a été le cas en 1816, en 1884, en 1780, c'était quand 1783, pardon. Avec le Laki. Donc voilà, on sait qu'il y a beaucoup de phénomènes naturels qui influent sur le climat terrestre. Après, la part de l'homme, c'est vrai qu'elle est difficile à exprimer. J'en parlais il n'y a pas très très longtemps justement avec un météorologue de Météo France qui me disait, lui pourtant à Météo France, on pourrait se dire ils sont tous comme le GIEC, et pas du tout. Lui me disait que l'influence humaine était quasiment nulle. Bon, alors moi j'irais peut-être pas jusque là quand même. Mais voilà, effectivement, c'est très compliqué à quantifier. Moi là-dessus, je n'irais pas jusqu'à donner des pourcentages. Franchement, j'en suis bien incapable. Mais voilà, il y a forcément quand même une influence humaine avec tout ce qu'on balance dans l'atmosphère. Ça peut que n'avoir que des effets quand même réchauffants et quand même assez négatifs. Mais moi, je parlerais plus finalement de la pollution plutôt que le réchauffement climatique. Je pense que c'est plus un problème environnemental. Dans le sens où on pollue, on détruit notre planète à petit feu malheureusement. Donc je pense que finalement le réchauffement c'est un faux prétexte, qu'il y a beaucoup d'autres choses dont il faudrait s'occuper, comme les continents plastiques dans l'océan, etc. Là c'est vraiment des problèmes très sérieux par contre. Il y a beaucoup de choses à faire pour notre planète, pour la préserver, pour la respecter, pour la sauver, parce qu'effectivement on la détruit. Mais c'est vraiment d'autres problèmes environnementaux et surtout au niveau de la faune et justement de la flore, des océans qu'on saccage depuis des décennies. Non mais c'est clair. Ouais. Non, mais... Ouais, par contre, quand tu vois par rapport au GIEC, le GIEC, lui, c'est carrément, pratiquement, c'est l'homme qui est responsable de ce réchauffement, justement. Alors c'est pour ça que, moi, ça me fait un peu rire quand même quand on met tout on met tout sur le dos de l'homme, alors que. Bon, et encore, il commence à se ravise. Il se ravise un petit peu depuis quelques temps. Il commence à dire que finalement, il n'y a pas que. Donc, il progresse un petit peu quand même dans leur domaine aussi. Donc, il faut espérer que ça continue.
Il y a du boulot quand même, hein. Quand même du boulot. Il y a beaucoup de boulot, c'est vrai. C'est évident. On va... Bon, c'est très intéressant, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures et des heures et des heures. Et franchement, ça nous... Oui, enfin, sauf si la technique nous en laisse pas le temps. Voilà, hein, parce que... J'allais le dire, tu m'as précédé, mais j'allais le dire. On va aborder d'autres sujets aussi. Alors moi, bien sûr, je pose toujours un peu la même question à nos invités météo. Alors, quels sont pour toi les événements météo qui t'ont marqué depuis le début de ta passion, hein, des dates, bien sûr, des événements canicule ou froid ou orage, hein, orage te connaissant un petit peu. Voilà, qu'est-ce qui t'a marqué en termes d'événements météo? Bien sûr, il y a eu le premier orage, donc j'ai parlé tout à l'heure, qui était le 30 septembre 75. Il y a eu la neige de janvier 79, donc là j'avais pas tout à fait 5 ans, et je m'en rappelle parce que comme j'étais petit et qu'il y avait beaucoup neigé sur la région de Dreux, il y avait 30 cm, j'avais un petit peu de mal à marcher dans la neige, donc ça me laissait un bon souvenir aussi. Il y a l'été 83 avec des orages qui éclataient tous les soirs, qui m'a également bien marqué. C'est vrai que toute la deuxième quinzaine de juillet, il y avait des orages quasiment tous les soirs, hein, sur la région de Dreux. Et ensuite, plus tard, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai eu une... Alors, c'était pas une tornade, évidemment, mais en fin juin 86, il y a eu un orage qui a éclaté... Enfin, c'était à l'avant d'un orage, en fait, il y a eu un appel d'air chaud et sec, parce qu'on était en plein dans la zone d'alimentation de l'orage, mais avec des vents ascendants assez forts. Donc qui fait que du coup ça a soulevé un véritable nuage de poussière, et vraiment à la verticale, hein, de bas en haut. Ça emportait même des petites branches, etc. C'était assez curieux comme phénomène, donc ça c'est un phénomène qui m'a bien marqué aussi. Ensuite, un peu plus tard, il y a eu la tempête du 3 février 90, qui a donné des rafales à 144 km/h en Beauce et 158 à Bretigny, dans l'Essonne. Et après, je peux en citer beaucoup. Parmi les plus importants, il y a 99, forcément, la tempête de décembre 99. D'autant que je travaille à la chaîne météo ce matin-là et que c'était la panique, évidemment, à bord. Avec même les décors qui bougeaient en plein direct parce que le vent s'infiltrait partout, même dans les studios, alors que les fenêtres étaient fermées. C'était incroyable, et on avait dû faire des directs de fou toute la matinée. C'était assez épuisant. J'avais commencé à 5h ce matin-là, la tempête n'était pas encore là, et je l'ai vu arriver sur la pointe de la Bretagne, et là je me suis dit tout de suite, il y a un truc qui va pas. Et je pense qu'il faut que je refasse tous les bulletins du jour, parce que là, je me disais, ça va pas se passer comme c'était prévu au départ. Et donc, effectivement, ça a donné ce qu'on a connu, hein, du 180 dans les terres, et les dégâts terribles, et malheureusement des pertes en vie humaine. Et ce qui m'a marqué plus tard ensuite, bien sûr la canicule 2003, que j'ai très mal vécu. Là, par contre, j'aime la chaleur, mais pas à ce point-là. Là, j'aimais pas du tout, parce que j'étais en plus j'étais en vacances, mais chez moi en région parisienne, donc forcément c'était du 40 degrés quasiment tous les jours pendant 11-12 jours. Donc c'était coincé à la maison à pas faire grand-chose. Et voilà, c'est vraiment les phénomènes marquants finalement qui ont marqué, je pense aussi pas mal de gens passionnés ou non passionnés, car les tempêtes de 99 ont touché beaucoup de personnes. La tempête de 99, ça revient toujours, c'est clair. La canicule 2003 aussi, ça c'est ça. Aussi, oui. Après, qu'est-ce qui a marqué aussi, tu vois, en parlant de la chaîne météo et de la canicule, pas de la canicule de 99, je repense aussi à Mathieu Barbery, donc qui est avec nous sur le chat et qu'on salue bien. On te salue. Salut Mathieu. Et qui nous disait l'autre jour qu'il se souvient du rush aussi qu'il avait vécu quand il travaillait à la chaîne météo en janvier 2003 avec la dégradation, enfin l'arrivée du froid et de la neige, quoi, subitement, début janvier. Ah oui, le 4 janvier. Voilà, le 4 janvier. Ça l'a marqué. Je comprends, oui. D'autant que c'était pas très prévu non plus. D'autant plus que c'était pas très prévu. Voilà, ça c'est. Ouais. On en avait discuté l'autre jour et c'était assez spécial ce moment-là, et c'est un moment finalement qui aussi, je me rends compte, a marqué pas mal de passionnés également. Donc voilà un petit peu la chasse aux tornades, 2 années de suite aussi pour toi. Une première année un peu, je me souviens, un peu mitigée pour toi.
parce que très peu de tornades, quoi, hein, quasiment. Je crois que tu n'en avais peut-être même pas observé une la première fois. Une petite qui n'était pas condensée. Pas condensée, ça veut dire que le canal de la tornade, le tuba n'était pas visible. Donc il y avait simplement le buisson au sol, Voilà. Et une petite protubérance vraiment à la base du nuage, mais entre les deux, c'était pas visible en fait. Mais par contre, cette première année-là, il y a eu des structures orageuses incroyables, inouïes, de fous, des vraies soucoupes volantes, enfin des trucs que j'avais jamais vus en France. Alors que là-bas, j'en ai vu pratiquement tous les soirs, hein, finalement. Ou alors des orages qui duraient 14 heures, c'était des vraies piles électriques, hein, c'était éclair sur éclair pendant 14 heures consécutives. Donc voilà, c'est vrai que là-bas, les orages, c'est autre chose, c'est même pas comparable. Hein. Le plus gros orage que j'ai vécu en France me paraît tout petit maintenant, finalement, par rapport aux orages américains. Ouais, donc après, aux auditeurs, auditrices. Je voulais juste dire quelque chose. Je voulais dire c'est que là, c'était vraiment un orgasme total pour un chasseur d'orage. Alors là, je pense que les mecs là, ceux qui chassent en France, ça va être quelque chose. C'est vrai que c'est même en tant que météorologue, pourtant ayant vu quand même pas mal de phénomènes météo divers et variés, bon là c'était encore une première, quoi. C'était à 40 balais, voilà, je redécouvre encore quelque chose. Ouais, c'est clair. Ouais, voilà, donc après, comme je disais, il n'y a pas que les tornades aussi, il y a de telles structures orageuses, on va dire des super cellules américaines qui n'ont pas d'équivalent ailleurs, donc voilà, c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur la chasse à la tornade aux États-Unis, mais bien sûr, il y a dans ces immensités de plaines, il y a des choses phénoménales à observer. Alors moi, personnellement, ça serait mon rêve d'y aller, bien sûr, mais voilà, c'est quand même un grand moment. Et donc la deuxième année, par contre, qui pour toi, donc l'année dernière, mai-juin, qui pour le coup qui a été plus riche en tornades pour le coup. Je me souviens notamment la tornade de Canadian, hein, forcément. Ouais, c'est ce qui a le plus marqué. Ouais, là, en plus, on l'a vraiment bien vu. Elle était très très large au départ. Après, petit à petit, elle s'est un peu réduite en largeur. Mais bon, c'est vrai qu'elle était impressionnante. Heureusement, on était relativement loin, donc on risquait pas grand chose. En plus, la tornade a évité la ville de Canadian, heureusement. Même si elle a quand même fait des blessés parce qu'elle est passée sur des gazoducs qui étaient en travaux, donc avec des gens qui travaillaient dessus et qui n'ont pas eu le temps de se sauver. Hein. Donc d'ailleurs, il y a un des blessés qui dormait dans notre hôtel le soir même, et donc on l'a vu le lendemain matin. On avait un bras dans le plâtre, il avait le visage couvert de coupures. C'était vraiment impressionnant. On n'a d'ailleurs même pas osé lui parler en fait, hein, parce que chasseur de tornade, quand on voit un blessé, alors, je savais pas comment trop réagir en fait par rapport à ce monsieur. Mais ça montre aussi le danger justement du phénomène. Hein. C'est que voilà, faut pas rigoler avec la météo et les phénomènes violents. C'est joli à voir de loin, mais il faut éviter de s'en approcher. Bon, malheureusement, parfois, évidemment, ça touche des zones habitées, ça provoque des drames humains et des drames également sur les habitations, etc. Mais ça reste des phénomènes monstrueux, hein, qui peuvent tout ravager en simplement quelques secondes. Et c'est un peu la peur que j'avais en partant là-bas. En fait, j'avais peur que ça passe sur une ville et qu'on traverse la ville tout de suite après en bagnole et qu'on voit ce que ça avait donné, ce qui s'était passé, quoi. Ça, c'était un peu ma petite phobie, on va dire. Je voulais vraiment pas voir ça. J'ai eu de la chance, je l'ai pas vu. J'ai simplement vu la tornade qui, heureusement, est restée à côté de la ville. Non, voilà, bon, ça c'est des grands moments. Enfin, c'est des grands. Enfin, bon, là, forcément, la tornado pouvoir y aller, c'est forcément. On va dire un peu, pas l'extase, mais enfin quasiment, quoi, pour le passionné de météo, passionné d'orage, bien sûr, de tornade. Donc voilà, enfin en tout cas merci de nous faire part de tout cela. Je dirais peut-être un petit mot sur tes activités aussi annexes. Bon, comme je disais en début d'émission, tu es quand même pas mal maintenant sollicité par les médias télévisés comme BFM TV, iTélé. Enfin, ça a surtout commencé avec BFM. Maintenant iTélé aussi un petit peu, éventuellement d'autres, pour donc intervenir pour des événements météo importants. Alors nous, en tant que passionnés, des fois ça nous fait un petit peu rire, moi le premier, pour des fois des événements qui peuvent paraître un peu pour nous anodins, mais qui ont tendance des fois, alors c'est pas pour critiquer, mais
qui ont tendance des fois à être gonflés un peu par les médias, quoi. Je repense à deux trois épisodes, mais voilà. Donc bon, c'est vrai que tous ces médias t'appellent dès qu'il se passe quelque chose, ils ont tendance à t'appeler vraiment tout de suite, ou enfin je sais pas, c'est une question. Alors, bien sûr, ça dépend du degré de l'actu météo, ça dépend aussi des autres actus en fait, parce que des fois ils sont un petit peu en panne d'actualité finalement. Ouais, voilà, ça et certains jours il se passe pas grand chose et donc ils se disent ah bah tiens on va faire un truc sur la neige, un machin truc. C'est ça. Et donc effectivement, il m'appelle parfois pour 5 cm de neige en Lorraine en plein mois de janvier. Donc forcément, c'est ce qui est un petit peu normal hein, finalement. Mais donc autant pour certains gros trucs, des fois, il m'appelle pas parce qu'il y a une autre grosse actu qui fait que ça prend toute la place. Alors que d'autres fois, effectivement, pour pas grand chose en météo, ils vont m'appeler parce que ils ont un peu de place à remplir, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est les aléas des médias. Ouais. Et par ailleurs aussi, tu es encore, d'après ce que j'ai compris, je crois bénévole pour Météo France par rapport à des relevés, je crois. Ouais, je fais des relevés sur ma commune à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, donc pour Météo France depuis mon arrivée, donc depuis 2002. D'accord. Ouais, 14 ans. Bah oui. Eh oui, ça passe, hein. Bah oui, ça passe. Ça passe vite. Ça passe vite. Alors nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ah bah nos auditeurs, ils parlent de foot. Ouais, bah oui, il y a un match de foot ce soir, il y a France-Russie. 4-2 pour la France. Bon. Ah, bah. Voilà. Bon, c'est une bonne nouvelle pour la France. Bah oui. Voilà. Moi j'aime bien les Russes en ce moment. Je sais pas pourquoi. Bon, nuance, t'aimes bien Poutine surtout. C'est vrai. Faut reconnaître. C'est vrai. Voilà, en tout cas, Alex, si tu as des questions encore, n'hésite pas. Eh ben, je crois moi, personnellement, j'ai fait le tour. Hein. De toute façon, je connaissais déjà Fred, hein, ça fait un petit moment, mais j'ai vraiment été ravi de l'avoir. Et on s'excuse encore une fois des petites coupures, mais c'est vrai que j'ai appris énormément de choses ce soir encore. Et c'est vrai que, en tout cas, ce sera toujours un plaisir de t'avoir avec nous sur RTM. C'est vrai, vraiment encore merci. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup Fred. Enfin, si tu as le temps, reste un petit peu avec nous. Après, on va faire une petite pause. Puis on va faire la dernière partie RTS Sexo avec notre amie Karine qui va venir nous rejoindre hors antenne là pendant la pause. Et on va parler. Finalement, c'est pas très marrant ce soir, mais bon, après nous, on arrive toujours à dévier un peu la question derrière pour rigoler un peu plus. On va parler de conseils pour surmonter les problèmes sexuels les plus fréquents. Donc voilà. Donc Fred, tu restes avec nous, non? Je n'ai pas pris mon dessert. Je pense que je vais aller prendre mon petit dessert en fait. D'accord. Bon, écoute. Il a bien raison. Tu fais comme tu veux. Enfin, en tout cas, je dirais que on te remercie encore une fois au nom de tous les auditeurs, auditrices. Ça nous a fait très très plaisir de t'avoir avec nous. Tu reviens quand tu veux, en espérant que la prochaine fois, on n'ait pas ces problèmes techniques. Hein. Voilà, c'est tout. On a eu quelques coupures, surtout au milieu. Là, ça va un peu mieux maintenant, pour que ça dure. J'ose pas le dire trop fort. Mais en tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. De rien, puis je reviendrai avec plaisir. Voilà, écoutez, en tout cas, on vous laisse un instant. On revient tout de suite derrière avec Karine. À tout de suite, merci.